Donc aujourd'hui, on va parler de Pauvres créatures. Donc un film de Yorgos Lanthimos. Je suis avec Aude, Thibaut et Julien, Bonsoir. comme d'habitude. Bonsoir. Yo yo yo. Bonsoir. C'est un beau programme déjà pour cette soirée. Bon, je vais quand même présenter un peu le film avant de commencer, ce sera mieux. Donc au niveau du casting, il y a Emma Stone qui joue le rôle principal, Bella Baxter. Il y a Willem Dafoe qui joue un espèce de savant fou qui s'appelle God, et Mark Ruffalo qui joue un espèce de don Juan cœur d'artichaut qui s'appelle Duncan. Et il y a également Rami Youssef qui joue, je sais plus comment il s'appelle, le deuxième médecin pour les personnages principaux, l'étudiant en médecine. Oui, c'est un futur mari. Ouais, c'est ça. Donc oui, on va spoiler. Bon, ça c'était pas trop un spoil, donc à la limite, il est encore temps d'aller voir le film parce qu'il est très bien. Pauvre fou. Donc voyez-le. Qu'est-ce que vous en avez pensé pour commencer? Eh ben, c'est de la bombe. C'était très réussi. Ah, moi j'ai beaucoup aimé Toi aussi. aussi. Ouais, très bon film. Et qu'est-ce qui vous a plu dans le film? Bah, c'est la folie du film un peu au niveau de la création un peu. Parce que j'ai trouvé le scénar pour le coup très classique en fait. Un peu. C'est un type d'histoire qu'on a déjà vu plein de fois. D'émancipation, de parcours initiatique du personnage principal. Sauf qu'on n'avait pas l'habitude de le voir avec un personnage féminin, ça par contre, ça fait partie des trucs nouveaux. Et puisque du coup, c'est une sorte de réécriture de Frankenstein aussi, avec cette femme qui va découvrir le monde, du coup, en partant de chez son père, enfin son créateur, quoi, qui est joué par Willem Dafoe. Et du coup, c'est une histoire classique, donc elle va découvrir le monde, tout ça. Mais par contre, c'est fait d'une manière très folle. En fait, il y a des plans au grand angle, même au fisheye, très déformés. Ça commence en noir et blanc, on ne sait pas trop pourquoi. Des fois, ça fait penser un peu à du Wes Anderson, je sais pas. J'ai pas trouvé que ça faisait Wes Anderson, mais je vois ce que tu veux dire. C'est un peu Ouais, une tu vois. esthétique. Tu vois Terry Gilliam surtout sur l'esthétique Oui, de, aussi. Ouais. par exemple le bateau ou l'architecture de Constantinople là, où il s'arrête à un moment. Mais oui, du coup ça commence en couleur juste au moment où la personnage principal, donc Bella, se suicide. se suicide, donc pas vraiment Bella. Et du coup, à partir du moment où l'expérience est réussie, ça commence en noir et blanc. C'est surtout pour les moments où elle découvre toutes les premières choses comme parler. De quoi, le noir et blanc? Ouais, le noir et blanc, j'ai l'impression que c'est vraiment... Ouais. À partir du moment où elle sort de Mais là où il y a God... Oui, quand elle cette part, maison, c'est quand elle part pas à partir avec- du moment où il y a l'avocat, C'est ça. le don Juan qui arrive, que ça passe en couleur. Ouais, je me posais la question en y À partir du repensant moment où pour elle enregistrer. commence à s'émanciper. Ouais, le passage à la couleur, moi dans le film, en fait, je me suis fait la réflexion, je l'ai même pas vu réellement. Il s'est passé un truc, il y a dû avoir un fondu au noir et c'est apparu, et j'ai pas fait gaffe tout de suite, et je pense que ça a dû prendre 30 secondes au maximum, tu vois, mais je me suis dit, ah tiens, là on est en couleur, et je sais pas à quel moment exact du film sur quel point s'est fait la transition, et du coup j'avais envie de le revoir pour ça, et j'ai pas revu encore, mais c'est un truc qu'il faut que je sache. Mais c'est la fin du premier chapitre. D'où le premier chapitre qui est en noir et blanc. Qui est en noir et blanc. Et il me semble qu'à partir du moment où on voit donc c'est Lisbonne, donc il amène à cet endroit-là, tout cette couleur saturée, ce jaune saturé du coup qui apparaît. Je me sens que c'est là qu'on voit pour la première fois la couleur. Et je suis pas sûr, je Ah crois ouais. qu'on voit la couleur avant chez Ok. God. On voit déjà la maison, Ouais, il me ouais. semble que c'est de la couleur. Et je sais par contre pourquoi à Lisbonne la couleur elle est comme ça. Parce qu'ils ont tourné en fait avec du film positif. Comme pour les diapositives. Ok. Et qui est du coup qui est beaucoup plus coloré, qui a des couleurs beaucoup plus intenses que le film négatif qui est utilisé la plupart du temps. Ok.
et que tu dois après développer et remettre sur un autre film après pour le projeter en fait. Celui-là, tu peux directement le projeter une fois qu'il est développé. Ah, je savais pas ça. Ok. Donc c'est tourné en pellicule Ouais, le film est tourné en pellicule, ouais. mais c'est que cette scène qui est tournée comme ça, c'est pas tout le film. C'est surtout, je crois, surtout Lisbonne et quelques autres scènes, mais ils pouvaient pas parce qu'en fait c'est de la péloche qui est assez peu sensible, donc il faut l'exposer, il faut beaucoup de lumière, et donc c'était pas possible pour toutes les scènes, quoi. Mais il disait que c'était vraiment la couleur et la teinte que ça donnait, je me rappelle plus comment il s'appelle, Le chef-op. le chef-op. Ouais, je sais pas. Il disait ça, il disait que c'était ces couleurs-là du film qui avaient inspiré la palette qu'après on retrouve dans le film, quoi. Ok, intéressant. C'est vrai qu'il y a de belles couleurs. Ouais. Bah, ça fait partie de la folie du film. Et l'utilisation du fisheye, c'était vraiment très 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 intéressant parce que j'avais pas vu ça énormément, utilisé autant de fois en fait, dans un film, et même à des moments, il y a certains plans où c'est pas du fisheye, c'est... On a l'impression d'observer Bella, ça le fait pendant 2 ou 3 fois dans le film à l'intérieur d'une serrure en fait. Ouais, c'est une vignette. Et ouais, une petite vignette. Il y a vraiment cette sensation de... God, il a créé quelque chose et nous, du coup c'est le sujet d'observation et nous on est un peu les spectateurs en fait de l'évolution de ce personnage, quoi. Et vraiment quand il y a ce plan là, tu ressens vraiment cette sensation que c'est un sujet d'expérimentation, quoi. Tu as un peu l'impression de regarder à travers un Judas, là. Oui. D'être un gros voyeur. Ouais, il y a un truc de... Mais c'est Aussi. bien exploité. Parce que ça aurait pu, parce que quand tu m'as dit qu'il y avait beaucoup de fisheye, je me suis dit, mais c'est risqué, parce que ça aurait pu faire très... Mais c'est pas vraiment du fisheye, parce que l'image, elle est pas déformée comme sur Il y a fisheye. aussi C'est un super grand ouais. angle, l'objectif, mais il déforme pas les perspectives comme un fisheye où tu vois vraiment... justement à la genée où c'est tout, tout tordu, quoi. C'est pas aussi... Les lignes droites sont pas aussi arrondies qu'avec un fisheye. Il y a des plans aussi avec un bokeh super joli. Et en fait, pour faire cela, ils ont utilisé des objectifs. Peut-être explique ce que c'est qu'un bokeh. Ouais, un bokeh, c'est un flou qu'on voit souvent au premier plan ou à l'arrière-plan. Et qui fait comme des espèces de bulles de couleurs, des billes. On voit, ça peut faire des ronds, il peut avoir plusieurs formes en fait, mais... Parce qu'il y a un moment, je me rappelle d'une scène en noir et blanc où donc c'est vraiment la mise au point est que sur elle, et derrière c'est en gris, c'est des cercles concentriques qui tourbillonnent. C'est ce genre de choses. Ouais. Et c'est super. Le rendu est super. Ouais. Et ça, c'est des super vieux objectifs. Avec quoi ils ont fait ça, un Prevslav. Bon, je suis allé vérifier. Et en fait, c'est Petzval, P-E-T-Z-V-A-L. Voilà. C'est des super vieilles optiques qui, au niveau du fonctionnement. Et c'est l'homographie qui a fabriqué des objectifs il y a une dizaine d'années et qui ont été utilisés pour le film, quoi. C'est l'objectif lomographie. C'est rigolo. Ils valent pas si cher, tu peux les avoir, quoi. Intéressant. Vu le rendu, c'est fou, quoi. Moi, je vais rebondir sur ce que tu disais par rapport au voyage initiatique. Ouais. Effectivement, j'ai beaucoup aimé je trouvais que c'était bien traité. Et moi, ça m'a beaucoup fait penser à un roman que j'avais lu quand j'avais 18 ou 19 ans. Je me suis fait la réflexion quand elle est à Paris, et donc elle se prostitue, et la personne pour qui elle travaille, la proxénète, lui dit c'est bien, c'est ta première étape vers la libération. Et en fait, cette réflexion du fait qu'en fait Bella se libère notamment par sa sexualité, ça m'a fait penser en fait à un roman que j'avais lu qui s'appelle L'art de la joie. C'est un roman italien, donc de Goliarda Sapienza. Et en fait, il y a beaucoup de parallèles aussi. C'est un voyage initiatique d'une femme qui, donc en fait, on l'apprend très jeune. Et elle va se libérer par à la fois en fait sa sexualité et son engagement politique. Et à Paris notamment, Bella, donc elle rencontre sa copine là qui est engagée politiquement pour le socialisme. Et en fait, donc dans le roman de Goliarda Sapienza,
l'héroïne, en fait, elle a aussi cette émancipation politique, en fait, qui est beaucoup plus travaillée, hein, parce que c'est un roman qui se passe dans l'Italie de la première moitié du XXe. Donc, il y a beaucoup d'enjeux politiques. Et en fait, ça m'a vraiment fait penser à ça. Parce que, donc, il y a cette même idée qu'en fait, ça commence, en fait, c'est un peu... Au début, moi, ça m'a fait bizarre parce que, du coup, quand la sexualité de Bella, elle est évoquée, elle est pas encore vraiment... dans sa tête, elle est pas mature, en fait. C'est une gamine. C'est un cerveau de bébé. C'est un cerveau de bébé. Ouais. Et du coup, je me suis dit, ça m'a surprise. Je me suis dit, mais il commence direct là-dessus. Et donc, je me suis dit, on va voir comment ça évolue. Et elle est un peu manipulée donc, par Marc Ruffalo. Et en fait, du coup, après avoir repensé à tout ça, ça m'a aussi fait penser à ce roman, pareil, qui démarre, où en fait, elle est confrontée très jeune à la sexualité de manière... et tu te dis, mais pourquoi il me parle de ça? Où est-ce que ça va? Et c'est un peu gênant aussi. Et en fait, voilà. Et donc, il y a cette sexualité qui lui est introduite un peu malgré elle, où elle est très jeune dans ce roman. Et en fait, finalement, elle se rend compte que en fait, c'est une arme qu'elle peut mobiliser aussi contre les hommes pour s'émanciper. Et il y a aussi, pareil, la question qui est évoquée de la bisexualité. Parce que dans ce roman, elle est bisexuelle, en fait, et elle a aussi des séquences avec des femmes. Voilà, pour aussi contrer la violence qui devient celle des hommes dans ce rapport au sexe. Et d'ailleurs, Bella, quand elle est à Paris, où elle se rend compte qu'en fait, elle prend plus de plaisir à être avec des hommes, elle se met avec des femmes. Voilà, donc il y a tout ce parallèle-là. Alors bon, moi je l'ai lu il y a très longtemps ce roman, donc bon, peut-être que ma comparaison est un peu... Enfin, c'est peut-être un peu osé de dire que c'est la même chose, mais voilà, il y a cette idée en fait... C'est tiré d'un roman, hein, le film. Ouais. Déjà, Alasdair Grey. D'accord. Sorti en 92. Et voilà, et du coup, moi ça m'a vraiment fait penser à ce truc, voilà, de comment en fait une femme... puisqu'effectivement, le voyage initiatique, c'est vrai que c'est quelque chose de très commun. Dans le récit, mais c'est vrai qu'il y a peu de femmes, c'est pas souvent des personnages féminins, et du coup l'émancipation de la femme sera forcément différente de celle de l'homme, puisque on n'évolue pas pareil, on n'a pas les mêmes expériences, et donc voilà, j'avais trouvé intéressant. Mais en plus, Marc Ruffalo, au début, après les rôles sont inversés, parce qu'au début, il se veut sans attache, don Juan, il lui dit clairement que c'est un homme à femme, et que jamais la chance d'être avec lui pour toujours, quoi. Et à partir du moment où elle s'épanouit, elle comprend qu'elle peut s'épanouir sexuellement avec qui elle veut, et qu'elle commence à découvrir ça, lui justement il tombe amoureux et il devient jaloux, et c'est à ce moment-là que son vrai visage entre guillemets il ressort, quoi. Oui, en fait, il l'aime, sa naïveté aussi. Oui. Sur le fait qu'elle est sous son emprise, et du moment qu'elle n'est plus, il lui suffit de faire un tour dans la ville pendant quelques semaines pour tout découvrir, parce que son cerveau va quand même relativement vite. Oui, il se développe beaucoup plus vite que le cerveau d'un humain normal. C'est un peu là-dessus, bon, c'est pas réaliste, quoi. Moi, c'est ça le décalage que j'ai eu aussi au moment avec le film. Avant de comprendre, je me disais, mais elle est hyper jeune, en fait. Et du coup, tout ce qui lui arrive est très, quand même, au niveau sexuel et tout. Du coup, mais elle a un développement même au niveau du langage et tout, qui est pas du tout celui d'un enfant normal non plus. Oui, mais pour c'est une dans un film en mode conte, ça passe. Donc d'ailleurs, ça c'est un truc... C'est pas vraiment de ça que parle le film. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est un aspect du film d'ailleurs que j'ai vraiment trouvé génial. C'est carrément un high concept en fait, cette réécriture de Frankenstein où en fait c'est le cerveau de l'enfant d'une meuf qui s'est suicidée, et c'est dingue comme idée. Oui. Tu te dis un peu, tiens, pourquoi on n'y a pas pensé avant, tu sais, il fallait le faire. Et du coup, c'est trop bien, parce que du coup, elle a un cerveau d'enfant. C'est pas comme Frankenstein qui a une sorte de mort-vivant. Elle, c'est vraiment un enfant. Elle a des réflexions d'enfant. Après, elle grandit. Mais c'est une idée géniale, quoi. L'idée du cerveau de l'enfant. Un peu creepy. Mais... Et toutes les parties avec le début, il y a pas mal de gore. C'est pas insoutenable, mais quand même, quoi. Quand il charcute les corps, et enfin, c'est très très glauque d'ailleurs. Pas mal de gore et pas mal de sexe, et le film est tout public en France. Ouais. Il n'y a aucune restriction d'âge, c'est juste il y a un avertissement, je crois. Et
Ouais, c'est vrai que là... Je vais même pas moins de sais 12, pas. quoi. Non, même pas moins de 12. Et en tant qu'enfant, moi, je pense pas que j'aurais voulu aller le voir avec mes parents. Et en tant que parent, je suis pas sûr que j'aurais voulu être là quand mon enfant voit le film. Je sais pas. Il y a des chances que un ouais, petit ça moins aurait de fait 12, un petit ça trauma, ouais. aurait été bien. Et c'est vrai que les scènes de sexe, il y en a beaucoup. En même temps, c'est dérangeant. En même temps... Ils sont bien, Mais c'est bien c'est- filmé, c'est- tu te fais ouais, pas chier, elles c'est- ont du sens. Les scènes Ouais, de C'est sexe pas, par rapport au film. voilà, c'est pas lourd, quoi. Non, Même non, s'il y en a plusieurs. Il y en a peut-être une en trop, je sais pas. Il y a un moment, je me suis dit, ah tiens, encore Encore du sexe. Euh, Il y en a beaucoup. Il y en a mais, vraiment beaucoup. mais après, ça fait partie du processus du personnage, justement, Ouais, c'est qui est une enfant, donc elle réagit en mode bah ouais, mais je kiffe ça, donc je fais ça. Enfin, je prends du plaisir. Elle est comme ça, là. Mais bon. Bah, ouais, elle s'émancipe à travers sa sexualité. Après, j'ai un peu l'impression qu'il dépeint un peu Paris et l'ambiance des bordels, tout ça, de façon un peu trop rose et comment on pourrait dire beaucoup moins glauque que ce que c'était à l'époque, je pense, quand même. Bah oui, parce qu'il montre un bordel qui est tenu par une femme. Et c'est pas un truc Ah oui, c'est tenu vrai. par des hommes, tu vois. C'est vrai que Il c'est n'y a pas de Mac une ou femme quoi qui- qui est violent. Ouais, mais elle le conteste quand même, tu vois. À un moment, elle lui dit. Au début, elle en est contente, entre guillemets. Bon, pour elle, c'est un bon plan pour gagner de l'argent. Mais à un moment, elle va la voir et elle lui dit, mais comment ça, je peux pas choisir les hommes avec qui je suis et tout. Elle lui dit, bah, c'est comme ça. Et elle lui fait plus ou moins du chantage affectif en lui disant, mais regarde, j'ai des enfants à nourrir et tout. Donc, oui, c'est vrai que c'est un peu plus. C'est lissé, quoi, comme, Voilà, lissé, comme c'est- image bon, c'est lâché. du bordel. Mais après, ouais, il y a une petite réflexion de fond quand même sur l'exploitation sexuelle. D'ailleurs, c'est vrai qu'elle, à la fin, ça lui plaît plus, quoi. Elle le fait, mais elle essaie de... D'ailleurs, elle part. Bon, elle a la capacité de partir aussi. Et d'ailleurs, ensuite, quand elle revient à Londres, le médecin qui voulait l'épouser au début, c'est le seul qui la respecte à peu près, d'ailleurs. Enfin, moi, ça m'a un peu surprise qu'il veuille l'épouser au début, là, mais enfin, pourquoi tu veux épouser Mais God, au final, il la respecte plutôt aussi. Hein. Qui Il lui a menti. C'est William Par le Dafoe. fait qu'il lui a empêché de sortir et voir le monde une bonne partie de sa Oui, parce vie et que- qu'il lui a menti sur d'où il vient, mais elle finit par lui pardonner à la fin. Mais quand même, elle lui dit que c'est quelque chose de mal qu'il a fait, quoi. Oui. Elle l'a À la pardonné, fin, ouais, à mais la c'est fin. quand même. À la fin, c'est ça. Il apprend à aimer parce qu'au début, il a pas Au début, de... c'est une expérience. Il a pas de considération, et puis d'ailleurs, pareil, après, il prend des femmes pour faire des expériences, et il en C'est ça. reprend une, et il la Il traite essaie que d'en comme faire une une, ouais. expérience, mais elle lui apprend quand même à aimer, à être respecté. Mais il a... Le seul qui a un personnage un minimum sain, c'est notre médecin, quand même. Oui, non, mais ils sont pas... Enfin, les personnages, ils sont complètement déjantés. Ouais, non, mais c'est pour ça que moi, je trouvais qu'il était plutôt bien écrit, finalement, parce qu'il contrastait un peu avec les autres. Son chéri, là, qu'elle abandonne à l'hôtel, d'ailleurs, quand ils vont pour se marier. Et à aucun moment, il lui empêche, en fait, il l'empêche de faire ce qu'elle veut, c'est-à-dire... Au début, il l'empêche de partir, si, parce qu'il a quand même, du coup, une évolution. Au début, il lui dit, tu partiras pas, elle part quand même. Mais ensuite, voilà, quand elle revient, il lui dit, bah... Voilà, tu fais ce que tu veux, t'as été prostituée, mais c'était ta vie, c'est ton corps. Une Et après- discussion intéressante, on Ouais. parle tous les deux Elle en est train de très marcher belle, sur cette le... scène. Ouais, la scène Et est marquante. même quand elle décide de repartir avec son mari qui la retrouve là, tu sais, quand ils vont pour se marier, et qu'après en fait, son mari de son ancien ami revient et qu'elle décide de partir avec lui, il lui dit bah oui, repars en fait. Tu vois, Ouais. c'est le seul en fait qui essaie pas d'avoir une emprise vraiment du genre bah en fait tu m'appartiens, tu es ma femme quoi. Même s'il est dead quand même. Ouais. Mais Vous en ouais. avez pensé quoi de cette partie où elle découvre la vérité et qu'elle justement elle veut savoir, vous en doutiez qu'elle allait... Bah, elle est Pendant le film, vous essentielle, êtes posé cette la question, partie. vous êtes demandé si elle va finir par savoir qu'est-ce que c'était sa vie d'avant ou qu'on va voir le mystère ou... Moi je pensais pas. Ça, tu pensais pas Ça, ouais. Non, ça m'a surpris moi aussi. Tu dis vraiment elle va revenir et c'est peut-être autre chose, mais... Donc c'était quand même du coup intéressant de le voir. Non, ça m'a surpris aussi. Toi aussi. Toi tu as pas trop aimé je crois le perso de son mari. Je trouvais qu'il était un peu trop caricatural. Oui. Je trouvais que les personnages jusque-là étaient quand même... ils étaient tous à la fois un peu horribles et à la fois très humains et à la fois très immoraux et donc c'était...
ils étaient intéressants parce qu'ils étaient contrastés en fait. Et lui, c'était juste le mal incarné, quoi, ce gars. Il était vraiment... Alors, il était marrant, par contre. Oui. À l'écran, le voir un personnage aussi méchant, enfin... Ouais, forcément, ça il y envie. a de l'humour, enfin, de toutes les deux phrases, en fait, il faisait un trait d'humour ou un esprit... Mais je pense que c'est important aussi pour la manière dont il finit, le personnage. personnage. Ouais. Du coup, c'est plus drôle de le voir en chèvre à la fin que de l'avoir vu horrible avant. Ah oui, mais même tu te dis qu'il a pas eu ce qu'il méritait quand même. Tu te dis quand même, bon. mais c'est drôle. Mais ça m'a un peu étonnée d'ailleurs qu'elle fasse des expériences sur lui, parce que voilà, toute cette réflexion en me disant bah non, c'est pas bien ce que tu as fait, et je pensais pas qu'elle allait se mettre elle aussi à. Au final, elle a fait comme son père. Qu'elle reprenne ce que fait William Defoe. Et je trouvais par le pardonner en même temps, ouais, c'est la créature qui devient créateur. Voilà, en fait. C'est ça. À la fin, elle devient docteur un peu. C'est un docteur chelou, mais ça fait partie de la fin de son émancipation. Elle peut faire ce qu'elle veut et du coup, elle fait docteur. Un truc quand même. Parce que son ancienne vie est morte, God l'a créé, l'a grandi, et après God est mort et c'est elle qui devient lui plus ou moins, quoi, qui prend sa place. On dirait que le cycle est. Ouais, elle a complété. Il a tout bouclé. Parce que God, c'était aussi, ce que dit le film, c'est que c'était aussi la créature de son père, quoi. Oui. Donc il y a une histoire de... Par des discussions, enfin non, des phrases assez horribles qu'il sort chaque fois qu'il rencontre un nouveau personnage, ou qu'il parle à son assistant. Et puis, au deuxième docteur, c'est pas son assistant. Puis on sait que God ne peut pas avoir d'enfant, parce qu'il explique à un moment qu'en gros, s'il éjacule, il peut mourir. Et donc, c'était c'est quand même un mec qui fait des héros avec des bulles qui sortent. Ouais, ça c'était ouais, très marrant. Ça c'est très drôle. Grosse vibe Twin Peaks, j'ai trouvé toute la partie en noir et blanc, ça m'a fait penser à la saison 3 de Twin Peaks, l'épisode assez marquant qui explique un peu la genèse du truc. J'ai trouvé, ouais, il y avait un côté limite quoi dans cette scène. Tu sais, je m'en souviens plus de la saison 3 de Twin Peaks. Elle était tellement compliquée, ouais. je crois que je l'ai regardée et j'ai oublié. Ça mérite 2 visionnages, au moins. Mais oui, voilà. Moi, je trouvais un truc intéressant aussi, c'est que au final, j'ai trouvé le film plutôt optimiste dans son propos. Et notamment avec la scène où il part dans la forêt avec où à la fin elle décide de se marier avec le bon docteur, le deuxième docteur, où en fait il lui donne un peu de l'espoir dans leur discussion, je sais plus à quel sujet, mais si elle lui dit est-ce que en gros t'as foi en l'humanité, et lui il lui dit que oui, que c'est le cours des choses, que c'est un message très optimiste et tout, et du coup elle se dit bah, c'est bon, faut que je me marie avec lui et tout, et du coup qu'à la fin ça finisse bien pour elle et tout ça, qu'au final il y a des choses assez horribles dans le film qu'on voit, ouais, pendant tout et le film, en fait au final c'est assez optimiste pour le futur, et c'est mis en comparaison, ce personnage est au final du coup mis en comparaison avec le personnage qu'elle rencontre sur le bateau là, qui est un peu, on peut dire, le cynique. C'est le cynique. Oui, mais il y a aussi une raison. Enfin, alors j'aimerais bien rappeler. Les yeux. Non, mais j'aimerais bien rappeler à quel moment ça arrive et qu'on dit que tout finit bien pour le personnage principal. Mais le film, il montre quand même clairement, dans la scène où justement on voit le cynique, qu'il y a 2 mondes. Il y a le monde dans lequel elle habite, et qu'il y a un genre d'autre monde en dessous, où il y a plein de gens qui vivent et qui meurent dans des conditions horribles quand ils sont à Alexandrie. Ouais. Tu vois qu'il y a un escalier brisé en fait qui reliait avant du coup ces deux mondes, et qui donc maintenant il y a plus de moyens en fait d'y aller, et même elle dit en gros qu'elle voudrait y aller, mais que on lui dit que si elle y va elle va se faire bouffer, dépouiller, ça va être horrible. Et d'ailleurs, elle se fait voler son argent. Elle se fait voler l'argent de Mark Ruffalo. C'est ça, de Duncan.
Oui, puis à la fin, elle s'en sort bien, mais au final, elle abandonne quand même, parce que donc du coup, elle arrive à Paris avec ses convictions politiques en disant elle rencontre la socialiste, elle veut changer le monde. Mais après, le dernier arc à Londres, elle est concentrée elle est plus du tout concentrée sur les problèmes du monde, parce qu'après, elle dit qu'elle veut devenir docteur. Bon, elle fait une lobotomie au gars, donc elle reproduit un peu le schéma de son père, entre guillemets. Mais on sait pas vraiment ce qu'elle va faire ensuite de sa vie. Je suis d'accord avec Hugo que... Enfin, je sais pas, Hugo, tu dis non. Mais que je suis pas certaine qu'à la fin, elle a évolué, mais je sais pas si elle a pour mission de changer le monde pour le meilleur. Je trouve qu'elle se recentre beaucoup Non, sur c'est elle-même. assez, centré sur elle en fait. Le ressenti que j'ai eu aussi. Il y a quand même sa pote de Paris, elle Oui, y c'est est vrai. à la fin dans Elle est à la la scène, fin. elle est là en train de... Il y a la nouvelle Bella, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est Ouais. Margaret Qualley qui joue Ouais. qui, la nouvelle expérience que Ah, God avait fait pendant expérience que ratée. Bella n'était pas là. Très drôle ça. Qui a l'air aussi de Ça marche pas fonction. aussi- Non, ça marche pas Elle marche pas aussi aussi bien, mais ça Ouais, elle a avance quand même. évolué, Elle fait des ouais, progrès voilà, aussi, des progrès, ça avance. Mais par rapport à Alexandrie, moi sur le moment je me suis dit qu'il montrait ça pour lui ouvrir les yeux sur la réalité du monde, sur qu'elle n'avait pas et qu'elle était complètement candide encore à ce moment-là. Mais c'est plus ça par exemple quand ils sont à Paris, tu vois, je trouvais que je l'ai plus vu, c'est l'exemple pour cet endroit-là et que les inégalités existent et qu'il y a cette réalité-là, des gens qui sont pauvres, qui meurent de faim, et que il y a des différentes classes sociales, enfin voilà, tout ce qui va avec, mais pas forcément sur tout le... je sais pas si elle a pris ça pour tout le monde entier, enfin, je sais pas dans quel sens tu le disais toi. J'ai pas compris ce que tu veux dire. Non, moi je voulais te dire en fait que le film, la conclusion pour elle, c'est qu'à la fin elle réalise quel problème, à quelle échelle elle peut essayer de régler les problèmes Ok. aussi. Parce que quand elle est là et qu'elle donne tout l'argent, ben ça, elle se le fait dépouiller déjà, ça marche même pas, elle le donne même pas aux personnes à qui elle voudrait vraiment le donner. Et en fait, c'est une action complètement stupide. Mais c'est pas. Ça part d'une bonne intention, mais parce qu'elle en fait, elle comprend pas comment ça fonctionne et qu'elle veut faire quelque chose de bien. Et après, elle prend en maturité et du coup, elle comprend ce qu'elle est en mesure de faire ou pas. Et donc, ça se finit avec un personnage qui est plus, qui a évolué et qui est devenu, qui a fini son parcours initiatique pour devenir l'égal de celui qu'il a créé, quoi. Et je suis pas d'accord, moi je rebondis sur ce que tu disais par rapport au fait que le fait qu'elle lobotomise son mari, c'est pareil que le fait que lui il mette le cerveau de l'enfant dans le corps de la mère. C'est quand même pas du même ordre, parce que le gars, son mari, du coup il veut l'exciser, Oui. c'est ça. Oui, mais en faisant ça, en lui mettant un autre cerveau, elle reproduit le trauma qu'elle a même subi, tu vois, donc Elle fait clairement, moi aussi j'ai vu ça un peu comme ça, elle fait clairement l'expérience qu'elle a reçue. C'est C'est ça. plus ça, comme Oui, dans mais ce sens-là que je l'ai vu. Mais c'est Ouais, une mais il vengeance. mérite quoi. C'est ça que tu dis. Oui. C'est une vengeance. Oui. Le docteur, il fait ça juste pour faire une expérience. Elle a une raison de lui faire ça, quoi. Moi, c'est ça là où je Mais elle vois aurait- qu'il y a une différence. Ouais. Et encore, Mais tu vois, elle aurait pu c'est vrai, le tuer. elle aurait Oui, pu mais juste elle le aurait buter, pu, oui, ouais. mais elle choisit de faire ça, quoi. Ouais. C'est qu'au final, elle est partie, mais qu'elle n'échappe pas à sa propre condition aussi. Tu vois, tu parlais il y a le côté trauma intergénérationnel quand même. C'est que lui, il s'est fait brutaliser par son père. Il brutalise, du coup, entre guillemets, celle qui devient sa fille. Et elle va brutaliser quelqu'un aussi. On sait pas ce qu'elle devient après, parce qu'en fait, elle fait ça comme expérience. Elle dit qu'elle va devenir docteur. Mais on sait pas du tout comment elle va tourner. Peut-être ensuite. qu'elle va faire une expérience qui sera similaire, voire pire que ce que a fait son père, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais d'ailleurs, la scène à Alexandrie, Oui. je me suis vraiment dit, ah ouais, c'est vraiment un Candide ou l'ingénu de Voltaire. Et je crois Ouais. qu'il y a carrément la même scène, je sais plus, soit dans Candide, soit Ok. dans l'ingénu, avec les pauvres, Ok. et qu'il accepte pas. Et je crois qu'il y a quasiment cette scène. Mais oui, la scène est forte, là, en plus. Avec ce jeune-là, Ouais. pétant, là. Ce plan serré, il la prend dans ses bras, elle est en train de chialer. Parmi les chapitres, c'est laquelle que vous avez préféré de Stitchy? J'ai beaucoup aimé Lisbonne, du coup. Ouais.
Ouais, j'avoue aussi. Lisbonne. Et le labo, des tout débuts au Ouais, je pense que laboratoire, la c'est ça fac que de j'ai médecine. vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi les... Ah, c'est un peu la fac de médecine, sinon de manière générale, et la maison. Je trouvais c'était bien fait avec le frontal. En fait. Puis les petits animaux là, mixés. Le canard mixé avec le bulldog, là, j'ai beaucoup ri là. Enfin, j'ai vu ça. Et, Je m'attendais pas du tout. Et j'ai beaucoup aimé les transitions aussi quand ils annoncent à chaque fois les villes. Ouais. Avec elle qui est toujours toute petite là sur un truc C'était gigantesque. mini-tableau, Ouais. on dirait. Hein. C'était très chouette comme super transition. Non, c'est... ouais. Ouais, moi aussi. Et Ouais, j'ai kiffé ça. Ouais. le réalisateur, vous avez vu d'autres films ou pas lui? Parce que moi je le connaissais pas du tout par contre. Moi j'ai vu Ce Lobster, 2 autres films de ce gars, il me Et semble. Canine. Non, 3. il a Avec fait Canine. The Lobster, Non, c'est ça La que j'ai mise pas à vu. mort du cerf sacré Voilà. et Canine, Et je crois. Favorites. Et Il était celui que j'ai préféré après. Enfin, non, pour Things est pour moi le meilleur qu'il ait fait, très clairement. Mais après, la favorite était vraiment très très bien. Rachel Weisz et Emma Stone encore avec Olivia Colman qui joue là. Et c'est pas du tout esthétiquement, enfin c'est pas du tout une esthétique qu'il a Il y a d'habitude. du fisheye. J'ai Ouais. trouvé que celui-là il ressemblait pas mal à Favorite avec le format un peu réduit, quasiment pas du 4 mais c'était quasiment 1,66. 1,66. Très bien. C'est sur une reine qui, je crois qu'elle a la goutte et elle a sa servante préférée qui fait des choses avec elle, soit ou sexuelles ou sa servante préférée quoi, et elle entre en guerre avec une autre qui vient d'arriver. Ok. C'est bon, c'est le pitch de départ, c'est ça, mais le rythme et les décors aussi, c'est vraiment très bien. Celui-là, je le conseille, franchement. Et après, The Lobster, personne l'a vu non plus. Non. Non, je l'ai pas vu. Avec Colin Farrell, putain. Ouais, une genre de dystopie où chaque personne est obligée d'être en couple avec une autre, au point où ils ont un institut avec des personnes qui du coup sont célibataires et qui ont un certain nombre de jours en fait pour trouver l'âme sœur avant d'être transformé en animal. Voilà. Donc il y a quand même un côté transformation en animal. voilà, un peu fantastique dedans. Et donc c'est Colin Farrell et Rachel Weisz aussi qui est dans les favorites. Vous avez essayé de Très, mettre en très bon film. Ah ça a l'air Aussi, ouais. ouais. Pourquoi pas. Voilà. Moi, j'avais j'aime vu bien ce gars. Canine. Et ok. Je crois que c'est son premier film, Ouais, je suis pas c'est sûr. premier, ouais, il me semble. Et, bon, j'étais pas hyper fan à l'époque, mais c'était intéressant à voir. Mais c'était le genre de film qui passe à Cannes sur un certain regard, avec des plans décadrés où t'as la tête de l'acteur en bas à gauche, tu sais pas pourquoi, tu sais, puis ok. C'est genre l'histoire de... C'est des gamins, c'est une famille avec les parents et les gamins. En gros, les parents, il y a un truc qui fait penser un peu à Pauvre créature. C'est que les gamins, en fait, ils sortent jamais de chez eux. Et dans leur jardin, il y a des grands murs comme ça, et ils voient pas l'extérieur, en fait. Et ils sortent jamais de chez eux, et leurs parents, ils leur apprennent mal la vie. Genre ils prennent une fleur, et ils leur disent ça, tu vois, c'est un zombie. Tu vois, genre. Et ils leur fucked up le cerveau à leurs gamins, totalement. Jusqu'à ce que Ils ça racontent parte en n'importe quoi. couille, tu vois. D'accord. C'est intéressant, Je et sais pas si ça... c'était ça le thème de celui-là. mais- Ouais, et c'est un peu à l'école un peu Dogme 95 ou des films. En fait, c'est des films politiques cachés. En fait, t'as l'impression que c'est un film un peu d'horreur et tout, sur une histoire comme ça. Et en fait, c'est les parents, c'est le gouvernement grec, tu vois. Parce qu'il est grec, oui, c'est un film grec. Et en fait, ils critiquent le gouvernement grec à travers ce film, mais sans le dire, tu vois. Ouais, En ok. mode, Et c'est intéressant, du coup, ça fait penser avec le fait qu'ils ne puissent pas sortir de chez eux. Ok. Mais Ouais, après, ça, voilà, moi, je suis pas fan de ce style, un certain regard, un peu, tu vois, avec des décadrages pour faire style. On est un film indépendant. Ben là, il y avait plein d'effets un peu, entre guillemets, faciles, mais qui étaient, je trouve, finalement hyper bien utilisés Oui, et qui apportaient vraiment quelque chose au film. Franchement, si vous regardez les autres, il expérimente toujours des effets un peu ça, différents, jamais trop utilisés dans les films de manière générale. Là, le fisheye
il l'a déjà fait sur... The Favorite, c'est sûr, les autres, je ne me rappelle pas. Mais moi qui ai vu les autres, je trouve qu'il y a quand même une certaine structure dans ce qu'il fait à chaque fois qui se répète un petit peu, quoi. C'est reconnaissable, quoi, ce qu'il fait. Ouais. Il a une touche, quoi. Voilà, Fincher a une touche, ce genre de choses, quoi. Oui, du coup, même au niveau de la... Puis utilise des univers un peu décalés. Oui. Et il y a toujours un gros pitch comme ça de départ, oh là là, Ouais. cerveau de l'enfant dans la mer, quoi. Ça m'en fout. Gens qui se transforment en gens qui se transforment animaux. en animaux. Ok. Je pense que c'est le sens du teasing pour faire produire les films, ça aide. Quand tu Ouais, dis, c'est sûr. on va mettre le cerveau d'un bébé dans le corps de Emma Stone. Ouais, C'est surtout quand parti. t'as un Ouais, Donnez-moi concept, les- ouais. Non, mais Là, je pense t'imagines qu'ils le ont teasé, film on va faire Frankenstein zombie avec Emma Stone. Ça a dû plaire aux Ah, mais c'est lecteurs. ce que disait Jules par rapport au côté high concept. Il y a vraiment un pitch fort à chaque fois, quoi. Même dans ce que tu as dit de Lobster, Ah vous oui, avez oui. 45 jours C'est pour vous ça, mettre en il y a un couple, pitch tu vois. concept. Et ça pourrait être des films un peu... ça pourrait faire pitch de comédie de merde. Vous avez 45 jours pour trouver l'âme sœur, sinon on vous transforme en animal, quoi. Et non, c'est traité de façon très poétique et de façon très symbolique aussi et très intéressante. Et c'est Mais vrai qu'il a toujours avec une... l'idée un peu absurde à la base, quoi, tu vois. Ouais. C'est ça que j'aime bien. Ouais. Avec lui. Et il a une bonne utilisation du grand angle, je trouvais, parce que c'est vrai que c'est un truc qui souvent me fait un peu peur. C'est que le problème avec ça, c'est que si tu fais une mise en scène où t'as beaucoup de plans au grand angle, et en fait, du coup, c'est comme si t'effaçais un peu ton point de vue. Et je trouve que souvent, il y a ce problème chez Inarritu, par exemple. J'aime bien certains de ses films, mais souvent, t'as l'impression que juste il se dit... perdu, quoi, un petit peu. Juste il se dit, on va filmer en grand angle, de toute façon, c'est stylé. Ouais, mais tu es Et loin voilà, de l'action, genre, du coup. c'est genre... Qu'il n'y a pas trop de réflexion derrière, en fait, que tu te dis juste... il n'y a pas trop de parti pris, voilà. Mais c'est pas le cas chez Sreal. Chez Yorgos, il utilise bien, à chaque fois c'est justifié, je trouvais. Alors que ça me l'a fait chez Inarritu, moi, de me dire, là il me saoule avec son grand angle. Il filme tout au grand angle, j'ai l'impression, ça me pose un problème par rapport à son point de vue, quoi. Genre, comme s'il en avait pas, en fait. Juste il pose la caméra comme ça. Ouais, mais je pense que c'est aussi un... Lui, j'ai un l'impression, point de vue, dès le début, Oui. à chaque fois, où il faut poser, juste après les chapitres, où il faut poser un décor, et à chaque fois, bim, grand angle sur par exemple, le bateau, Ouais. ou la grande ville de Alexandrie, ou Lisbonne au tout début, et ça marche plutôt bien, je trouve, de produire comme ça. Non, ça c'est fort. Et c'est un truc qui fait penser à Terry Gilliam aussi, qui au final utilise beaucoup le grand angle. Okay. Et des couleurs saturées. Parce que c'est le truc qu'il y avait eu, la petite fight qu'il y avait eu entre Jeunet et Del Toro là, à l'époque de La Forme de l'eau. Que Jeunet il avait dit ouais, tu m'as tout piqué et tout, juste parce que dans La Forme de l'eau, il y a un peu une image verte. Ouais. Et Del Toro, il lui avait super bien répondu. Assez modestement, de toute façon, on a tous tout piqué à Terry Gilliam. Mais en vrai, en disant ça, il lui dit t'as tout piqué à Terry Gilliam, toi Oui. connard, genre, Moi aussi, avec ses grands ouais. angles, machin. C'est vrai que cet effet grand angle, j'ai l'impression que ça vient de Terry Gilliam. Peut-être après, je pense que Terry Gilliam, lui, s'inspire aussi d'autres choses. Mais il a ouvert la voie à ce style de mise en scène, en tout cas, avec Brésil, des films comme ça. Il y en a énormément dans Brésil, pardon. Alors, je suis désolée, il va falloir que vous m'expliquiez grand angle. Ça... Ah. Voilà. Je suis C'est des objectifs utilisés pour la caméra. Ouais. Il y en a différents. Il y a focale courte, moyenne et longue. Donc les longues, ça va être généralement tout ce qui est zoom. Ok. Donc quand je te filme de loin et que j'ai ta tête en gros plan, tu vois, là c'est focale longue. Mais si je suis très proche de toi avec la caméra et que pareil j'ai toute ta tête et même tout le décor et tout, là c'est focale courte. Donc c'est le grand angle. Ok. Et c'est en fait tu filmes avec un grand angle. Une Dans le sens, grande imagine un angle
C'est ton champ de vision, non? Ouais, voilà, c'est ton champ de vision. Donc ça, c'est Terry Gilliam qui le fait beaucoup. Bah, j'ai pas, je crois Ouais, que pour moi, clairement, c'est comme dit Del Toro, ça vient de Terry Gilliam, ce style de mise en scène. Ok. Et donc, quand on filme au grand angle aussi, ouais, ça déforme en fait tous les objets, Oui. notamment les visages, quand on les met proches particulièrement, ils apparaissent globuleux et Tu peux, mais maintenant, c'est vrai que tu peux contrer cet effet de déformation. Genre, je sais pas si vous avez vu Bardo de Inarritu, justement. non, Entièrement filmé au grand angle, le film. Ah Et mais sans effet de déformation. C'est qu'il y a vraiment... il a déformé l'image pour la reformer, tu vois. c'est ce que je disais, pour la raison pour laquelle c'était pas un fisheye. L'objectif avec lequel il filmait, parce que c'était pas non plus... Oui, mais il filme quand même avec un fisheye, mais il y a quand même un effet pour reformer les lignes bien droites. Ouais, parce que c'est vrai que ça déforme sur les côtés, ça fait un effet comme dans le Judas, en fait, quand tu regardes dans le Judas ou la loupe. Et à chaque fois, c'est un parti pris plutôt fort quand tu mets ça dans un film. Voilà. Et généralement, c'est des films... quand tu fais ça, en tout cas, chaque fois, c'est des films avec un minimum de budget et avec des décors hyper travaillés. Parce que la problématique quand tu fais ça, c'est que tu vois tout le décor. Et qu'il faut que ce soit bien travaillé, quand même harmonieux et tout, sans que tu aies l'impression que ce soit trop travaillé, mais il faut bien travailler le truc. Et c'est pour ça que dans des films fauchés, par exemple, t'as pas de budget, bah tu fais pas de grand angle en fait. Tu fais que des plans serrés, tu vois que des visages comme ça, c'est gratuit. Enfin, c'est juste l'acteur et t'as pas à te faire chier à faire tout le décor et tout, parce que en fait, c'est du budget quand même. Eh ben merci. Mais là, on voit qu'ils sont bien chauffés sur les décors. Et là, pour le coup, ils se sont bien chauffés, ouais. Alors, C'est j'ai très vu harmonieux. qu'en même temps, il y avait un écran géant, c'était pas vraiment un fond vert, il me semble, c'était un écran géant. Ils derrière ont pour utilisé certains, un stagecraft. Ok, De... sur le terme, vas-y. Comme dans Dis-moi. Mandalorian. Oui, voilà, c'est ça, ok. C'est ça. Ça s'appelle un stage. C'est le... J'explique ce que c'est un stagecraft, du coup. Oui, C'est vas-y. ça. C'est quand Non, tu non, danses pas là-haut. C'est un écran Qui était d'accord LED. derrière. Où tu affiches le décor. Toi, tu filmes l'acteur devant l'écran LED et t'as le fond déjà projeté sur l'écran. Ok. Et toi, tu filmes l'acteur avec le fond déjà projeté. Et tu peux même bouger la caméra et le fond bouge en fonction de la caméra. Et du coup, ça a été beaucoup utilisé énormément sur The Mandalorian. Mais sauf que pour les films, en vrai, sur plein de trucs, c'est hyper utile. Mais en fait, genre Mandalorian, ils étaient obligés d'inventer ça parce que le gars, il a une armure en miroir. Le mec, donc tu verrais que du vert s'il tournait sur fond vert en fait, sur lui. Insupportable. Donc ils ont c'était obligé d'inventer ça en fait. Jon Favreau, il voulait arriver avec une nouvelle technologie et pour donner un exemple de à quel point elle marchait bien, il s'est dit le Mandalorian parce qu'ils auraient pu lui faire un autre costume. Sur le Roi Lion d'abord à la base. Oui, il a fait un film en animation d'abord en utilisant Et ça et après il a testé sur du coup c'est les vrais acteurs des avec techniques. Mandalorian. Ouais. Et du coup à cause de ce problème, mais ce qui est le c'était pour but de Star Wars aussi, quand on a vu les documentaires sur ILM et tout, Star Wars ça a toujours permis à l'évolution des effets spéciaux un peu, et c'est ce qu'ils ont fait sur Mandalorian, c'est très bien qu'ils fassent ça, sauf qu'au bout d'un moment ils l'ont trop utilisé. Que maintenant... Et je trouvais que c'était vide, genre tu le sentais, pour le coup, et puis ils l'ont tellement vendu en mode ouais on a ça, le stagecraft, on a inventé nanana et tout, et après tu vois que il y a plus de profondeur, genre ils sont que dans des trucs où ils mettent 2 cailloux en vrai, puis forcément ça se passe dans le désert, donc c'est que du désert, et ça fait vide, genre tu sens que... limite des fois tu vois la démarcation entre l'écran et le sable, le faux sable qu'ils ont mis par terre. C'est dommage. Ouais. Mais dans Poor Things, c'est hyper bien utilisé, c'est sur le bateau, c'est ça? Ouais, c'est ça, son bateau. Ouais, c'est ça que j'ai vu moi, j'ai vu cette image du set quoi, avec le bateau quand même en réplique gigantesque et l'écran derrière. Ouais, trop bien. Bah, je pense que toutes les scènes de ville aussi, à Paris, à Lisbonne, Là, je me posais il y la a question énormément Oui, en fait, à quels autres endroits il a d'effets utilisé spéciaux, ça, d'effets visuels où ils ont rajouté... Et par contre, la maison, tout est vrai, quoi. Le labo, là, c'est vraiment super beau, quoi.
Et j'ai vu que c'est sûrement un faux débat, mais, parce que je l'avais pas vu en plus, mais il y a des gens qui s'amusent à comparer Pauvre créature avec Barbie. Pourquoi Pour Parce que c'est des femmes Sûrement, ouais, c'est pour ça que je trouve ça... Pour le message féministe, je pense. Mais peut-être, ouais. Et- Mais j'ai vu dans direct, ça fait des trucs un peu putaclic, sur, notamment, du coup j'ai pas regardé la vidéo parce que ça m'a énervé, mais Écran Large qui a fait une vidéo, alors le titre c'est Le vrai Barbie, en parlant de pauvre créature, tu sais. Oh là Comment ça, là. ouais, Barbie, non, pas du tout. En mode, c'est ce que Barbie aurait dû être, tout. J'ai dit, oh putain, Oui, parce que c'est pas il critique genre, beaucoup, il critique avec beaucoup, toutes les ouais, scènes par de exemple. sexe et tout. Moi j'ai vu ça sur en commentaire d'une personne qui comparait ça avec donc la subtilité du message féministe dans Poor Things et par exemple dans Barbie où il disait que le moment, ce moment-là c'était caractérisé par elle qui fait un discours devant tout le monde et qui lâche son discours féministe entre guillemets, quoi, et puis basta, alors que c'était beaucoup plus subtil dans Poor Things. C'est qu'il y a Vas-y. tellement pas, enfin il y a tellement peu de films qui se concentrent sur des voyages initiatiques de femmes qui sont obligés de les comparer. Mais à ce moment-là, tu compares tous les films où c'est des hommes et où le propos c'est quelqu'un qui entreprend un voyage initiatique. Donc en fait c'est une fausse comparaison, mais c'est parce que c'est pas quelque chose qui est courant, je pense. Non, mais c'est vrai que c'est deux voyages initiatiques Ouais. de femmes. Oui, mais tu donc vas pas il y a ce comparer truc-là. tous les voyages initiatiques d'hommes. Tu peux comparer Star peux- Wars avec un truc qui serait beaucoup plus adulte. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y aurait en voyage initiatique C'est tous des voyages Ouais, initiatiques. de mecs, il y en a tellement en fait que j'arrive pas à en trouver un bon. Avec Mad Max, quoi. Non, c'est pas un voyage initiatique. C'est vrai Non, que... mais pour rester dans les clichés, le Seigneur des Anneaux c'est un voyage initiatique, Star Wars c'est un voyage Ou non, on les initiatique. compare. Enfin, ils sont vraiment comparés Harry souvent. Potter, donc c'en c'est est pas... un, Mais enfin, ils sont comparés c'est- aussi. C'est c'est- des œuvres qui C'est sont le mythe mises du en héros à chaque parallèle fois, souvent. en fait. Oui, c'est ça. Et donc, Non, mais ouais, je pense que tu peux comparer Oui, les deux. tu peux, mais... Mais faut remettre dans le contexte, c'est abusé de dire c'est le vrai Barbie, parce que bon, les films n'ont rien à voir. clairement quand il même. peut pas y avoir des scènes de sexe comme ça dans le film Barbie. Les films sont pas sur le même ton du tout. J'ai pas vu Barbie, absolument mais pas adressé je au pense même que public. ça traite pas non plus les mêmes sujets non plus. Je pense pas que Barbie ça traite de la pauvreté, de la La condition relation, humaine. de la condition humaine, de la relation avec tes parents, ou je sais pas. Je sais pas de quoi ça parle Barbie. Non, mais il y a... Alors, oui, un Oui, peu. il y a- La relation entre les parents, Ouais. si, c'est un peu au cœur du truc. Mais c'est pas traité de la même Ça manière. parle de c'est la pas aussi relation profond. homme-femme plus. Oui. Que Ouais. là, c'est vraiment l'émancipation d'une femme. Non, mais puis après, Barbie, c'est... Parce que, je sais pas si on avait déjà parlé aussi, parce que bon, on l'avait dit, mais Barbie, on lui a beaucoup reproché d'être un truc un peu féministe bateau, tu vois, du genre... Oui. Ouais, bah tu dis des trucs qui sont évidents, mais qui sont évidents pour une certaine génération à un certain moment, ça c'est pas déjà évident pour tout le monde. Et puis par exemple, Barbie, tu peux le montrer à une gamine, tu vois, pour lui dire, bah voilà... en tant que femme, c'est ça, c'est ces difficultés-là qu'on peut affronter, etc. Et c'est un message qui est entendable par des enfants. Tu vas pas montrer Poor Things à une gamine. Je pense qu'elle a pas il faut une certaine maturité en fait pour comprendre le message derrière Poor Things. Et bon bah voilà, les filles qui sont assez jeunes, elles ont aussi besoin de représentation et tu la retrouves beaucoup plus dans Barbie, quoi. C'est... Bah oui. Donc bon, ouais, je trouve que les comparer, c'est un peu... Alors oui, tu peux le faire, mais en plus, tu peux le faire, mais aussi de manière constructive, voilà, dire, ok, bah ces deux voyages initiatiques, comment elles abordent l'émancipation d'une femme? Est-ce qu'il y a des trucs en commun? Est-ce qu'il y a des trucs différents? Parce que voilà, parce que la question de la sexualité dans Barbie est légèrement évoquée aussi, puisqu'à la fin, elle va chez le gynéco. Spoiler. Pardon, Ok. mais on en a parlé de Barbie la dernière fois, non? Bon. Bon bah sinon tu couperas, voilà, excuse-moi. Parce que c'est hyper important, Non. mais non. parce que c'est un gros Si, spoiler. mais du Non, coup, ouais, ouais, j'y pensais aussi. je effectivement, m'avais la totalement sexualité, gâché le film, ok. Voilà. Je Je le pensais verrai pas pas, que- je le verrai pas à cause de ça. Non, ça t'intrigue, je suis sûr. Là, je verrai. Je vais le voir ce soir. Moi, si on m'avait dit qu'à la fin du film, elle va chez le gynécologue, Barbie, ça m'aurait quand même étonné. C'est intriguant, Ah ouais, je te dis, ouais, pourquoi quand même. Ah, mais j'ai assez hâte de le voir. Non, mais il vaut vraiment le coup. Ouais. Mais c'est
oui, Poor Things, c'est pas un film pour vendre des jouets par rapport à Barbie, c'est pas un Ouais, film non. Mattel, même si ça traite, ça parle des femmes. Donc on peut les comparer sur ce sujet-là, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même un peu plus vaste. Et moi, il y a un dernier truc que je voulais dire aussi sur Pauvre créature. Ouais. C'est. Je me suis fait une réflexion sur le personnage de William Dafoe. En fait, je me suis demandé si. Parce que lui, il fait ses expériences comme ça. Et il est aussi prof, il donne des cours à la fac, tu sais, Ouais, c'est ça. en amphi. Ouais. Et je sais pas si en fait dans ce monde-là, dans l'univers de ce film, la médecine qu'il fait lui, c'est normal. Ou si il est bizarre dans ce monde-là de faire ça. Mais il est quand même reconnu parce qu'il est prof un peu. Oui, je me suis posé la question aussi. Et tu sais pas trop si sa médecine elle est normale dans ce monde-là ou pas. Alors. Je crois qu'elle est un peu bizarre quand même. Parce qu'à un moment, il lui dit on va l'ouvrir et son assistant, il y a un corps, il lui dit on va ouvrir le corps. Oui. Et son assistant lui dit pourquoi ? Et il lui dit mais parce que j'ai envie. Et ça a l'air de le surprendre quand même. Et les étudiants là qui sont au-dessus, à un moment ils disent il est quand même bizarre ce prof et tout. Donc je sais pas à quel point il est un peu en décalage. C'est pas normal. Oui, il est en décalage, ouais. Ouais. Oui, Mais déjà, même le contexte, l'époque, on dirait un peu époque victorienne, mais en mode steampunk, il y a un côté, je trouve, un petit C'est peu rétro-futuriste. Ouais. Et même l'autre médecin, il est toujours choqué par c'est toutes vrai, ces à voilà. travers son regard, on a la réponse en fait. Donc je pense que la médecine est plus chelou que chez nous, mais Ouais. que quand même lui, il est sur l'échelle des chelous, il est quand même assez... Ouais, il est quand même. Ouais, il tombe des trucs pas mal. D'ailleurs, le côté médecine un peu victorienne et tout, ça m'a un peu fait penser à cette série sur les débuts de la médecine. The Nick. Ouais. Nick. Ouais. Mais j'ai pensé aussi pendant le film, parce que c'est un des seuls objets cinématographiques que j'ai vu avec cette ambiance-là où ils sont dans l'amphi. Ouais. Et À cette époque-là. voilà. Et c'est ça qui m'a fait un peu fait douter du fait qu'il était trop chelou, parce que dans The Nick, ils font des trucs qui sont affreux. Ouais. Et tu te dis, c'est vrai qu'à un moment, la médecine a dû être affreuse en fait. Ah ouais, En tout ouais. cas, Mais une bonne recommandation de voir cette série. Si vous avez aimé le film, je trouve qu'il y a une ambiance un petit peu. Ouais, alors- Avec Clive Owens qui joue un accro à la coque, au médecin, un accro à la coque. Faut juste pas la C'est regarder horrible. en mangeant. Ne regardez absolument pas ça en Défoncé, mangeant. voilà. C'est horrible. Si vous aimez pas les organes, les gens qui meurent en pleine opération, sans anesthésie, Ah, moi j'aime bien. ne regardez pas ça par contre. Faut être à jeun. Ouais. Vraiment. Mais sinon, ouais, C'est très bien fait. c'est très bien filmé en plus. Ok. Les plans sont très très cool, c'est très bien joué. Voilà. Ouais, Si tu n'as pas vu, regarde. Ouais, j'ai pas vu. Bah, on a Bon. fait le tour là. Ouais, je crois qu'on a pas mal dit de choses. Est-ce que vous avez un mot à ajouter Des super acteurs. La musique La prestation aussi. des acteurs, on en a pas parlé, mais Ouais. Emma Stone, quand même. Même tous les acteurs, même Mark Ruffalo, j'ai trouvé assez incroyable, Ah oui. très drôle. Mm. Mais Emma Stone, J'ai elle nous a souvent bluffé, mais là. j'ai vu une interview par rapport à Mark Ruffalo et Willem Dafoe où justement Emma Stone disait que Mark Ruffalo était quelqu'un de vraiment très très doux et gentil et adorable dans la vraie vie et qu'il était complètement aux antipodes de ce qu'il était et que voilà, elle était ultra surprise, pareil pour Dafoe par rapport au script qu'ils avaient lu et au rôle du professeur, quoi. Elle avait vraiment donné une autre profondeur et qu'il était beaucoup plus touchant que ce que c'était sur le papier, quoi, quand on avait lu le... Mais Voilà. ouais, mais je t'ai fait la réflexion, Marc Ruffalo, on le voit pas souvent dans des rôles de méchants, Mm. et du coup ça m'a fait bizarre de le voir Oui, un peu oui, voilà, c'est ça. connard. Et même si c'est un connard, tu t'attaches à lui quand même beaucoup par rapport à tous les sales coups qu'il lui fait, quoi. C'est vrai. Moi, il avait quand même une sympathie, le personnage, dans son côté un peu pathétique et ridicule, qui le rendait très très drôle Est-ce que aussi. c'est parce que j'aime pas beaucoup Marc Ruffalo et du coup il y avait l'acteur qui te... Mais moi il y avait ça, je l'aime beaucoup Marc Ruffalo comme acteur, je l'ai Ouais, vu dans plein de il- rôles où je le trouve très sympa, donc du coup j'avais du mal à pas l'aimer. Et c'est quand ce qu'elle même. disait dans l'interview, que genre, ne pouvait pas s'empêcher d'avoir pitié de lui en C'est le connaissant, Marc en fait.
Ouais. Oui, Alors mais c'est que- c'est un des principaux ressorts comiques du film quand même, j'ai trouvé. Enfin, en tout cas pour les dialogues, Ruffalo il avait très bien écrit et c'était souvent des traits d'humour quoi. Et malgré lui, ou pas, c'était bien foutu. Carrément. Bon. Ah bah, bonne nuit. C'est brutal. Ouais, c'est brutal. Non, Puis bon, bonne nuit pour nous. Ouais. mais, non, mais bonne nuit. On non, dit même mais- pas bonne Quand on a nuit dit pour nous. bonsoir, Bah, bonsoir, bonne nuit. Tu vois, après bonsoir, qu'est-ce qu'on dit? J'ai un enchaînement. Au revoir. Au revoir.